cette perfectibilité, elle porte l'idée de progrès, elle la rend crédible, elle est sa clé de voûte, et il faut bien admettre qu'elle suppose, cette perfectibilité aussi, un dépassement constant de l'existant. Bah oui, la perfectibilité, c'est un inachèvement. Donc progresser, c'est toujours dépasser l'existant. Et donc, comment va-t-on pouvoir dépasser l'existant ? Comment va-t-on pouvoir s'inscrire dans ce processus, au fond ? Eh bien, par le biais de l'effort. L'effort est à la fois dans sa structure et dans sa dynamique, le schème, on pourrait dire l'interface, qui permet de comprendre le mouvement du progrès. Il en est la condition de possibilité. Il permet d'en comprendre le processus, la progressivité. Il participe de sa mise en œuvre par la répétition, l'accumulation, le dépassement des obstacles. Donc on peut dire aussi que l'effort est tapis dans l'ombre des théories de l'éducation, comme il est utilisé, instrumentalisé par toutes les théories politiques et économiques modernes. Déconstruire les valeurs accordées à l'effort, c'est donc aussi interroger nos manières de penser le progrès. Ce peut être, par exemple, imaginer l'effort hors de l'idée de progrès, ou le progrès autrement que comme une performance. Certes, on peut entendre progresser soit comme un dépassement, soit comme un cheminement. C'est ça, progresser. Soit je dépasse l'existant et j'améliore toujours ma performance, soit je chemine. Si je progresse sur un chemin, simplement je chemine sur ce chemin. D'un côté, je vise le dépassement de soi et la performance. De l'autre, je vise un déploiement, un parcours. Dans le premier cas, je suis toujours dans l'arrachement vers. Dans le second cas, je peux raisonner en termes d'accomplissement. Peut-on concevoir l'effort autrement que comme un dépassement ou un arrachement, sachant que par essence, tout effort s'effectue dans la durée et que cette durée est dépassement. Peut-on penser l'effort comme un déploiement de l'être, par exemple un effort sans effort, comme le dit Spinoza? Peut-on penser l'effort sans douleur? Alors, j'ai suivi pour répondre à ces questions 3 voies que je vais vous exposer maintenant à partir d'exemples assez concrets, on va dire. Dans la première voie, je me suis attachée à l'examen définitionnel de l'effort, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, et notamment attachée à comprendre en quoi l'effort est condition de la conscience de soi. Alors c'est la partie de mon livre qui s'intitule « Exister ». Dans la seconde partie, j'ai étudié donc les valeurs et l'histoire des valeurs qui font de l'effort un support du mérite. Voilà une notion qu'on n'a pas encore citée, et c'est la partie que j'ai intitulée « S'efforcer ». Dans la troisième, j'ai envisagé ce que peut être l'effort en dehors d'une visée de performance. Dans l'éducation, par exemple, dans la méditation. Et il s'agira alors de s'accomplir. Alors, voici quelques points sur lesquels j'aimerais à présent porter un éclairage, en tout cas insister davantage. Tout d'abord, la caractérisation de ce qu'on appelle un effort physique et de ce qu'on appelle un effort mental ou moral. Alors intuitivement, on sait ce que c'est, on pense le savoir. Dès lors qu'on essaye de creuser ou de donner une base scientifique à l'analyse de ce qu'est un effort physique ou un effort mental, c'est beaucoup plus difficile, puisque notre constitution, en quelque sorte psychosomatique, fait que les interactions entre le physique et le mental sont nombreuses, immédiates, constantes, et que au fond, le mental est constitutif de l'effort physique et vice-versa, c'est-à-dire qu'il y a dans l'effort mental une implication physique évidente. Néanmoins, cette distinction a un intérêt, il me semble, c'est de différencier ce qui, dans l'effort physique,
est avant toute chose visible, perceptible. Je pense à l'effort sportif, par exemple, qui est abondamment médiatisé et au travers duquel, en quelque sorte, on trouve un emblème de l'effort. Cet effort-là, il est en quelque sorte saisissable. Tandis que si on maintient la distinction avec les efforts de l'esprit, alors effort mental, effort moral, psychologique, etc., bien sûr que si on creuse, on s'aperçoit de l'implication physique, mais néanmoins, maintenir cette distinction permet de caractériser ce qu'on appelle une intériorité. Voilà. Il y a dans l'effort mental quelque chose qui ne se voit pas. Il y a dans la douleur morale quelque chose qui ne se voit pas forcément. Il y a dans l'attention, dans la concentration, dans la résistance, dans l'épreuve du deuil, des choses qui ne se voient pas et qui ne sont pas forcément caractérisables comme effort physique. Et donc, à mon sens, maintenir cette distinction, même si sur le plan scientifique elle peut être discutée, et notamment à l'aune des neurosciences aujourd'hui, ça permet quand même de maintenir cette caractérisation d'une intériorité qui se manifeste au travers de ce qu'on appelle un effort de l'esprit ou d'un effort mental. Le deuxième point sur lequel je voudrais porter un éclairage, c'est le rapport entre l'effort et l'habitude. Voilà. Ça, c'est un thème que je trouve très intéressant. Alors, il y a un auteur qui a travaillé particulièrement sur l'habitude, c'est Ravesson. Donc, Ravesson, c'est la lignée de pensée de Maine de Biran. Ravesson, c'est entre Maine de Biran et Bergson. Et donc, Ravesson a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « De l'habitude », qui est sa thèse et qui fait 42 pages. Petit ouvrage dans lequel il essaye de caractériser ce qu'est l'habitude. Et ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est à la fois le rapport de l'habitude avec l'effort, ou le rapport de l'habitude avec l'automatisme du corps ou l'automatisme du geste, par exemple, et puis la manière dont l'habitude pose la question de l'aliénation ou de la liberté. Alors, ce que dit Maine de Biran, c'est que l'effort s'oppose à l'habitude. Bon. C'est-à-dire que, au fond, quand j'ai des habitudes, je risque de m'endormir, je risque de tomber dans la routine, et le fait d'initier, d'engager un effort, ça m'arrache à l'habitude. Bon. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que, dans le sport notamment, l'effort arrache à l'habitude, bien sûr, mais qu'est-ce qui permet l'effort ? C'est bien le fait d'avoir préalablement acquis des habitudes, c'est-à-dire des automatismes. Qu'est-ce qui permet dans la performance sportive de franchir des paliers ? C'est bien le fait que préalablement, tout un tas d'automatismes acquis par l'entraînement, la répétition, etc., permettent de ne pas repartir de zéro à chaque fois qu'on fait un effort ou à chaque fois qu'on tente une performance. On n'est plus au niveau zéro, on a déjà franchi un certain nombre de paliers et ces paliers s'éprouvent comme des automatismes, c'est-à-dire je n'ai plus besoin d'y penser, le corps, la mémoire corporelle agissent de telle manière que je n'ai plus à me concentrer que sur l'important. Voilà. Par exemple, je n'ai plus à penser à ma technique, je peux me concentrer sur la stratégie ou sur la tactique. Voilà. Je n'ai plus à me demander comment on fait pour intercepter un ballon quand je suis gardien de but. J'ai fait ça des milliers de fois. Et donc, j'ai vraiment la possibilité de me concentrer sur la trajectoire du ballon. Ensuite, mon corps, lui, il a déjà répété, les gestes, etc., vont fonctionner par réflexe. Bon. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit à la fois que chez Maine de Biran, l'effort permet de s'arracher à l'habitude, mais on comprend bien aussi que si je peux faire de nouveaux efforts, c'est parce que j'ai déjà acquis des habitudes. Parce que si je n'avais pas ces habitudes, à chaque fois que je fais de la course à pied ou à chaque fois que je fais un match de tennis, je serais obligée de repartir finalement de zéro, un petit peu comme quand je reviens d'une blessure, par exemple, réapprendre les choses, réacquérir des automatismes pour pouvoir accéder à la performance. Donc ce rapport ambivalent c'est un premier rapport ambivalent, on va dire,
entre l'effort et l'habitude. À la fois, l'effort réveille de l'habitude, mais en même temps, si l'effort est possible, c'est parce qu'il y a eu préalablement des habitudes. Et la deuxième ambivalence, tout aussi intéressante selon moi, c'est le rapport de l'effort au travers de l'habitude à l'aliénation et à la liberté. Parce que, un petit peu dans le même esprit, on dira assez facilement que l'habitude aliène. Bon, on fait toujours la même chose, voilà, on n'a plus besoin de penser, hein, quand on dit je travaille comme une bête. Bon, travailler comme une bête, ça suppose que précisément on ne pense pas. Bon. Et donc travailler comme une bête, ça veut dire travailler par habitude, par routine, par automatisme. Et donc on voit bien là une caractérisation de l'aliénation. Je suis aliéné, je ne suis plus moi-même. Si par exemple, il y a des études psychologiques ont été faites là-dessus, je travaille à la chaîne, je vois au fil des années une dissociation qui s'opère entre le mouvement fragmentaire et répétitif que fait par exemple mon bras, et puis l'évasion de mes pensées, de mon esprit ailleurs. Il y a une espèce de dissociation de la personnalité qui s'effectue parce que ce travail-là est abêtissant. Voilà, au sens étymologique du terme. Et en même temps, dans le même esprit de ce que je viens de dire sur le rapport entre l'effort et l'habitude, c'est parce qu'il y a habitude, répétition, accumulation, qu'une liberté est possible. À partir de quoi crée l'artiste, par exemple? À partir de quoi crée le danseur et le sportif aussi? Il crée à partir d'automatisme précisément, hein, d'habitudes, de routines qui sont acquises depuis longtemps et qui, au lieu de l'aliéner, sont au contraire un tremplin pour sa créativité. Je fais référence à un texte de Kant que j'aime bien lorsque Kant parle du génie artistique. Il explique que avant d'être un grand cavalier, il faut d'abord avoir fait un certain nombre de tours de manège. Bon, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a une automatisation qu'il faut acquérir nécessairement, qui est donc un ensemble d'habitudes, et à partir de laquelle automatisation, on peut voir la liberté du génie créateur. C'est un peu le sens de quand on parle de la grâce d'un geste sportif, par exemple, on dit lui, il est génial. Bon. Oui, il a son propre geste, et ce propre geste est né initialement d'une répétition technique assidue pendant très longtemps, et à partir de laquelle seulement peut surgir le génie artistique. Voilà, donc je voulais porter l'éclairage sur cette ambivalence qui est au cœur de l'effort dans son rapport avec l'habitude, c'est-à-dire l'effort sert-il l'habitude ou bien s'oppose-t-il à elle, et d'autre part, l'effort provoque-t-il au travers des automatismes une aliénation ou une liberté. Je crois que c'est très intéressant, en tout cas autour du discours sur le sport, mais plus largement sur la danse, sur les apprentissages, le cirque, etc., de bien rappeler que c'est au cœur et à partir de l'automatisation que peut naître la création. Voilà. On ne crée pas ex nihilo, ne crée pas à partir de rien, et surtout on ne crée pas sans apprentissage. Et donc cet apprentissage assidu, parfois rébarbatif, qu'on connaît dans de nombreuses disciplines, la musique, le sport, la danse, etc., il est comme le cheval de manège de Kant, c'est-à-dire qu'il tourne, et il acquiert des gammes, il acquiert une technique, et c'est à partir de cet apprentissage d'automatisme que peut naître, alors quand elle doit naître, chez les gens chez qui elle peut naître, la création. Quand on admire les gestes sportifs qui caractérisent le style, ce qu'on appelle le style d'un sportif, quels que soient les sports, tous les sports ont leur technique, etc. Ce qu'on appelle le style, c'est exactement l'expression de cela, c'est-à-dire la manière dont émergent
de l'apprentissage technique automatisé et routinier, la personnalité de quelqu'un, voilà, ce qui va faire sa spécificité, ce qui va faire son originalité, sa création, etc. Mais le style n'arrive pas et n'est pas décidé au degré zéro de l'apprentissage par quelqu'un qui dirait brusquement, voilà, il faut que les fondamentaux soient répétés et automatisés pour que puisse s'exprimer le style. Pour que la danseuse puisse donner cette impression de grâce et de légèreté, il faut que son corps soit plié à l'exercice. Voilà. Parce que sinon, la grâce n'interviendra pas.